j'espère que vous allez bien. Nouvelle chronique du All Geek. Alors j'espère que la lumière va aller parce que du coup je tourne pas tout à fait dans les conditions habituelles et surtout pas à l'heure habituelle. Bref, donc voilà, nouvelle chronique et on commence tout de suite par la chronique que vous attendez tous, les achats. Pour les achats, un seul titre, Gloire à Megaton tome 3. Alors j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Donc c'est une très grande édition qui sort chez Curopop et qui regroupe des histoires de Transformers de l'ancienne chronologie, continuité ADW. Et une chronologie qui va de 2004 à 2019, je crois, et après ça passe à la nouvelle qui est chez Vestron. Donc j'avais beaucoup aimé les premiers, et en fait, j'ai pris le 3e tome qui est sorti là récemment. On passe à la première review, et il s'agit de ce fameux Gloire à Megaton tome 3. Et alors, chose intéressante que je ne savais pas, du coup comme je m'étais pas du tout renseigné, je découvre au fur et à mesure, hein, je me suis pas du tout renseigné sur le lore, etc. Grégoire Hello et l'équipe de Kurokawa nous fait un petit débrief sur ce tome, qui finalement, en fait, Gloire à Megatron, ça tient sur les 2 premiers volumes. Ce volume contient donc, comme la couverture peut le montrer, j'avoue que la couverture au début je pensais qu'elle faisait pas très sens, mais en fait si, la couverture montre en fait qu'il y a 5 histoires avec 5 Transformers différents qui vont vivre cette guerre entre les Autobots et les Decepticons à leur manière, à des moments différents, à des temporalités différentes, et donc ça permet de renforcer un petit peu le lore de la série et d'avoir des histoires un petit peu annexes sur des personnages qui sont moins connus. Donc 5 petites histoires, à chaque fois, donc c'est 5 épisodes, à chaque fois un épisode qui fait une vingtaine de pages, donc ça va très très vite sur les différents protagonistes. Globalement, alors les crédits, globalement c'est je vous montre la page des crédits. C'est toujours super beau, je trouve que la maquette est vraiment très très belle. Donc en gros c'est souvent Shane McCarthy qui a donc écrit, le scénariste de Gloire à Megatron, qui a fait les histoires. Il y a aussi Josh Van Rek et Sean Knoller, ainsi que Andy Schmidt. Donc à chaque fois, et par contre les dessinateurs, il y en a beaucoup. Et donc on commence à chaque fois avec une histoire sur un personnage, donc la Blur, qui a... Alors c'est assez intéressant parce que du coup on voit son histoire avant la guerre. Ce qu'il fait, c'est un champion de course en fait. Il fait des courses, un peu comme les grands athlètes humains, sauf que son quotidien du jour au lendemain va être changé avec la guerre, et qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va prendre comme décision. Voilà, ça j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Après on a, ça c'était Blur, on a Jazz qui est un personnage que je connais déjà un peu plus, et donc qui va aider un autre Autobot à combattre une sorte de Decepticon un peu particulier qui s'appelle les Predacons. Voilà, qui va aider les Predacons. En fait, il y a eu un raid, les Autobots ont été détruits, sauf un qui est ici, et qui va finalement, que Jazz va essayer de sauver. Donc il va essayer de se battre à 5 contre 1 et essayer de sauver son copain, etc. Et donc c'est plutôt efficace, avec un discours justement à un moment donné où la guerre est difficile pour les Autobots. Donc un message d'espoir, donc c'était plutôt pas mal. 3e histoire avec le jumeau de Bumblebee, Cliffjumper, qui est un personnage que je ne connais pas trop, que j'avais apprécié lors d'un spin-off justement fait par Vestron, qui était plutôt pas mal. Et donc là on voit en plus ce qui est vraiment assez dépaysant, c'est qu'on le voit interagir avec des formes de vie organiques. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe, et surtout on peut voir que ce robot il se laisse pas faire. Voilà, donc c'est plutôt très efficace, j'ai trouvé, en termes de narration. C'est une histoire qui ne finit pas bien, mais voilà, c'est dommages collatéraux sur une planète, et c'était vraiment pas mal. 4e histoire avec Drift, qui est un Transformers un peu particulier, parce que du coup lui il n'a pas de canon, il a des sabres. Franchement j'ai trouvé ça vraiment très
très bien. Et puis on le voit aussi, pour avoir ces informations, il se masque de manière à ce qu'il ne soit pas reconnu en tant que cybertronien. Donc là aussi, ça ouvre encore plus le monde des Transformers en rajoutant finalement d'autres civilisations. Je trouvais ça vraiment pas mal. Alors, après, le reste, ça reste une mission sauvetage assez classique. On rencontre des personnages assez connus comme Cup. Mais ouais, non, c'était efficace. Enfin, dernière histoire avec Metropolex. Voilà, une main géante. Donc on peut deviner ce qui va se passer, où on suit un groupe d'Autobots qui est poursuivi par des Decepticons, et notamment Six Shot, qui est ici, qui est franchement à la classe. Je ne le connaissais pas, je l'avais déjà vu dans la partie Vestron, mais là je trouve qu'il est, voilà, il est quand même vraiment efficace comme Decepticon, et forcément il va se rencontrer avec, je vous montre la double page, c'est un mini spoiler, vous avez vu la main au début, contre un robot vraiment géant, voilà, parce que Six Shot il est ici en fait. Voilà, donc franchement, un bon petit tome. Alors, certes, c'est vraiment du complétisme et des petites histoires qui permettent de compléter le lore. Moi, j'ai passé un très bon moment à le lire. Voilà, ça fait une belle petite collection, ces 3 tomes. Alors, je ne sais pas quelle va être la couleur du 5e, peut-être jaune. Voilà, les paris sont ouverts, mais vraiment sympa. On passe maintenant à la deuxième review. Pour cette deuxième review, j'ai décidé de vous parler de Dark Knight, une histoire vraie, scénarisée par Paul Dini et dessinée par Eduardo Risso. Alors, comme on peut le voir sur la couverture, je vous fais le speech. C'est sorti en 2016, il me semble. C'est un peu difficile de savoir les dates avec Urban, je trouve, mais voilà, copyright 2016. Donc en fait, Paul Dini, qui est connu pour avoir travaillé sur de nombreux films d'animation, dessins animés, notamment la série Batman des années 90, Batman TAS, The Animated Series, et qui a notamment créé aussi le personnage d'Harley Quinn, qui a fait des comics, qui a écrit plein de choses, donc qui est quelqu'un qui est très connu dans l'univers de Batman, va nous raconter un fait tragique de son histoire, puisque à un moment donné, dans sa carrière, juste avant d'écrire le masque des fantasmes, il se fait agresser. Il marche dans la rue et il se fait agresser. Il se fait casser la pommette. Voilà, une très grosse agression, très violente. Et du coup, Paul Dini, qui raconte sa propre histoire, va en quelque sorte faire de sa thérapie via ce comics et raconter un petit peu comment il a vécu tout ça, comment ça s'est passé et comment finalement il a surmonté ce drame, surmonté mais jamais vraiment oublié. Voilà. Donc on a un style graphique. Alors on commence, je vais vous spoiler à minima. Donc on commence effectivement en voyant à l'hôpital où il explique ce qui lui était arrivé. Et après on remonte dans le temps avec Paul Dini qui raconte son enfance, comment il était perçu. C'était le nerd, le geek à l'époque, donc tout seul, avec cette sensation d'être seul, effectivement, de cette grande solitude. Mais solitude qui finalement a donné part à beaucoup d'imagination. C'était finalement son jardin secret, l'imagination. Et donc il a développé tout cet univers, et finalement il a travaillé dans cet univers, mais finalement on se rend bien compte qu'il n'allait pas très bien, consulter des psys, qui se mentait un peu à lui-même sur plein de choses. Et après il y a ce drame qui arrive, qui le force à remettre tout en question, et notamment son travail. Comment écrire les histoires de Batman, le justicier par excellence, quand Batman n'est pas venu vous sauver. C'est la question qui va se poser, et comme dans son imagination il y a des personnages qui apparaissent, on va voir également bien sûr Batman, et on va voir aussi, je vous donne dans le mille, le Joker bien sûr, qui va être la partie sombre, que je ne vais pas retrouver forcément parce que toujours comme ça, la partie sombre qui va en quelque sorte essayer de le faire plonger, de l'autre côté, de le pousser à s'enliser dans cette spirale infernale et à ne pas sortir de cet état dans lequel il est.
Et donc c'est vraiment... Alors, il y a un discours psychologique et psychiatrique, hein, quoi, un petit peu derrière. Forcément, on voit tous ces psys, on ressent un petit peu sa thérapie, hein. Graphiquement, Eduardo Risso a un style très particulier, très plaisant. On voit bien les couleurs qui jouent aussi beaucoup. Et du coup, c'est pas forcément les dessinateurs qui jouent sur les couleurs, mais on voit des couleurs vraiment qui influent beaucoup entre mélange entre réalité, rêve, personnages fictifs, etc., etc. Et donc ça donne un ensemble très agréable à l'œil et surtout qui permet de bien voir la fiction, la réalité. D'ailleurs, je vous ai montré les pages, je semble vous montrer les pages d'agression, je vous ai montré juste après, mais on peut voir cette couleur très brute, ce trait aussi très acéré. Là où, je vous montre un petit peu comme vous pouvez voir un peu plus, là où après, dans d'autres circonstances, on va retrouver un trait plus rond, comme ici par exemple, on trouve un trait plus rond. Donc, voilà. Donc vraiment, ce dessinateur, il sublime tout ce récit, et Paul Dini nous livre une partie de sa vie, il nous livre vraiment ce qui s'est passé avec tout le recul nécessaire et l'objectivité qu'il peut y avoir. C'est un récit vraiment fort. En tout cas, moi j'ai apprécié, que j'avais entendu parler, ce dont j'avais entendu parler effectivement, mais je ne doutais pas que c'était ça. Et j'étais surpris de la qualité de cet ouvrage et de ce qu'il raconte. Après, ça détonne par rapport au reste des comics Batman, mais des fois il faut aussi sortir un peu de ce cadre. On passe maintenant à la troisième review. Pour la troisième review, c'est le tome 2 de Black Monday Murders de Jonathan Hickman et de Tom Coker. Voilà, j'avais beaucoup aimé le premier, qui m'avait un petit peu retourné, qui était très complexe à comprendre en première lecture, et pour lesquels j'avais fait de nombreux allers-retours entre les pages pour savoir exactement ce qui se passait. Et du coup, c'était assez passionnant de voir cette histoire qui part finalement d'un meurtre, d'un ponte, qui finalement fait partie d'une société secrète, qui gère l'argent avec une force derrière, quelque chose de surnaturel. Et donc cet enquêteur qu'on suit, et aussi les autres membres de cette association entre la partie occidentale et orientale. Voilà. Donc on essaie de comprendre. Alors, contrairement au premier où il y avait beaucoup de choses, beaucoup de schémas, etc. Il y a quand même des schémas, hein. C'est Hickman. Mais il y a beaucoup plus de textes, de lettres, qui permettent d'alimenter un petit peu le reste. Néanmoins, je suis un peu déçu par cette lecture. Alors ça reste bon, les dessins, comme vous pouvez le voir, sont très bons, très agréables, hein. Comme je disais, ça un petit peu... je vais essayer de ne pas vous spoiler quand même. Un petit peu un mélange un mélange. Ça ressemble pour moi un petit peu à du Mac de Deodato Junior. Mais voilà, il y a des choses, hein. On trouve effectivement des grandes pages, des pages blanches, des chapitrages, tout ce qui fait un petit peu la marque Dickman. Alors ça, je ne vais pas vous montrer parce que c'est quand même assez évident. Mais de fait, je suis mitigé. À la fin du tome, il y a des choses qui se sont mises en place, des choses qui sont passées, certes, mais on est bien loin de la complexité du premier qui m'avait vraiment enthousiasmé et pour lequel je me dis qu'est-ce qui va se passer. Là, finalement, on a quand même avancé. L'enquêteur avance son enquête, découvre le coupable par un biais que je ne vous révélerai pas, à l'aide d'un professeur d'université. De l'autre côté, la sœur jumelle de Daniel qui s'était fait tuer, Gregoria, qu'on appelle Ria, réussit à mettre ses pions au fur et à mesure et à se débarrasser de ses adversaires. Mais finalement, on reste un peu sur sa fin. Alors je sais que le troisième tome devrait sortir cette année, ce sera le dernier. J'ai peur que finalement on soit monté très très haut dans le premier et qu'on redescende sur une conclusion peut-être un petit peu décevante. Même s'il y a des choses qui sont bien, mais finalement, peut-être une erreur aura été de montrer finalement
que c'est la raison, ou en tout cas l'origine de ces écoles, l'origine de leur pouvoir. Qu'est-ce qui se passe finalement? Peut-être que ça a été une erreur de le montrer, même si graphiquement et au niveau de l'histoire ça a un sens. Mais je me dis mince, comme chaque mystère, une fois qu'il est révélé, le soufflet retombe un peu. Donc je me demande si c'était pas une erreur. Après, voilà, je ne suis pas dans la tête d'Hickman et je ne sais pas quel est son plan. Parce que globalement, Hickman, il faut aussi appréhender son œuvre dans sa globalité. Il reste encore un tome. Donc, si ça se trouve, des choses que je n'ai pas vues, parce que du coup, alors j'ai dévoré ce livre, hein, mais du coup, comme tout Hickman, il faut peut-être le relire, chercher à l'envers, à l'endroit, des secrets ou des choses qu'on n'avait pas vues à la première lecture, et relire l'ensemble pour découvrir et apprécier mieux, peut-être. En tout cas, je suis un peu plus mitigé sur ce deuxième tome. Ça reste une bonne lecture, mais vu les sommets qu'on avait atteints avec le premier, un peu déçu. Voilà. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter. Ça me fait plaisir de discuter avec vous et qu'on puisse échanger. Et à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis ciao.